Le jour de mes 21 ans, ma sœur a dit à nos parents, coupez-lui les études jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Ils ont accepté sans me regarder. J'ai dit, très bien. À 23 heures, mes affaires étaient entièrement emballées. Ma sœur a fait irruption, a crié, rétracte ce que tu as envoyé. Tout de suite. Maman est devenue livide. Que as-tu envoyé? Mon nom est Heather Wilmer. J'ai 21 ans. Avant d'aller plus loin, je veux dire une chose. Si vous avez déjà été la personne silencieuse dans une famille bruyante, celle qu'ils appelaient dramatique, celle dont les accès étaient toujours expliqués, restez avec moi. Cette histoire prend des tournants. Je promets que chaque tournant est justifié. Alors, laissez-moi vous ramener en arrière. Laissez-moi vous ramener au salon de la maison de mes parents sur Benefit Street à Providence. Il y a un mur là-bas. Sur ce mur, le diplôme de ma sœur est accroché dans un cadre en chêne. Sa lettre d'acceptation à NYU, son article de magazine, sa photo de la journée portes ouvertes de l'Iowa Writers Workshop, 5 cadres bien rangés, et un cadre vide. Ma mère a acheté le cadre vide quand j'avais 12 ans. Elle a dit que c'était pour mon premier grand moment. C'était 9 ans avant mon 21e anniversaire. Le cadre était toujours vide. Le nom de ma sœur est Lindsay. Elle avait 26 ans la nuit où tout a éclaté. Elle est née la première, et dans notre maison, cela signifiait qu'elle était née, n'est-ce pas? Ma mère avait l'habitude de dire que Lindsay pouvait écrire avant de pouvoir marcher. Puis elle souriait et ajoutait, Heather avait besoin de plus de temps. J'ai toujours voulu demander, plus de temps que quoi? Mais on ne demande pas dans une maison comme la nôtre. On apprend le rythme. On apprend à hocher la tête. On apprend à dire que les essais de votre sœur sont merveilleux. On applaudit quand elle les lit au dîner. J'ai applaudi pendant 9 ans. Voici ce que personne dans ma famille n'a jamais compris. Je n'étais pas lente. J'observais. Quand j'avais 9 ans, Lindsay a remporté son premier prix d'écriture, un concours d'essai d'État. Les organisateurs ont invité les 2 lauréats à lire leur texte lors d'un déjeuner à Boston. Lindsay a eu le trac le matin même. Elle a vomi dans l'évier de la cuisine. Elle ne pouvait pas lire. Ma mère avait mémorisé l'essai de Lindsay en 40 minutes dans la voiture. Je l'ai lu sur scène devant 300 personnes. Avec la voix de Lindsay, personne ne m'a remercié. Ma mère a dit sur le chemin du retour, Heather est douée pour copier. Lindsay est la vraie écrivaine. J'avais 9 ans. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre et pensé que copier n'est pas la même chose que de dire quelque chose en premier. J'ai commencé à écrire à 7 ans, des poèmes d'abord, de petites scènes, des arguments que je ne pouvais pas avoir à voix haute. Je les gardais dans un carnet sous mon matelas. Ma grand-mère était la seule personne à savoir. Le nom de ma grand-mère était Harriet Ashford. C'était la femme la plus bruyante, la plus vive et la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle avait publié 2 romans dans la trentaine. Elle lisait tout ce que j'écrivais, absolument tout. Dès l'âge de 8 ans. Quand j'avais 17 ans, je lui ai écrit un poème. Il s'appelait Pour les mains de ma grand-mère, 14 lignes. Je le lui ai donné pour son anniversaire. Elle l'a lu 1 fois, puis 2. Puis elle a posé le papier. Tu l'as, mon enfant, dit-elle. Ta voix est petite maintenant, mais elle est tienne. Ne laisse jamais personne te l'enlever. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai compris 2 ans plus tard. Ma grand-mère est décédée en mai 2023. Un AVC soudain. J'avais 19 ans. La famille s'est réunie pour les funérailles. Ma mère a fait un discours. Ma sœur a lu l'un des poèmes de Harriet au pupitre. Je me suis assise au dernier rang. Je n'ai rien dit. Le matin après les funérailles, l'avocate de ma grand-mère a lu le testament à voix haute dans la salle à manger. Un fonds fiduciaire de 240 000 $, partagé à 50-50e entre les 2 petites filles, a débloqué à l'âge de 25 ans. Langage standard, rien d'inhabituel. Ma mère a signé les documents sans les lire. Maman a gardé sa simple « a-t-elle dit ». Bien sûr qu'elle l'a fait. Personne ne m'a rien demandé. Le nom de l'avocate était Vivien Thorne. Je l'ai vue peut-être 3 minutes au total. Elle m'a serré la main 1 fois. Elle n'a pas dit un mot sur d'éventuelles clauses.
Je l'ai oublié jusqu'à ce qu'elle m'appelle 31 mois plus tard. 3 mois après les funérailles, en août, j'étais à la bibliothèque de Brown, feuilletant un magazine appelé The Atlantic Voices, une petite revue littéraire. Je tuais le temps avant un séminaire. À la page 34, j'ai trouvé mon poème. Le titre avait été changé en Pour le silence de ma grand-mère. C'était la première chose que j'ai remarquée. Ma grand-mère n'avait jamais été silencieuse. Pas un seul jour de sa vie. Le nom d'auteur indiquait Lindsay Wilmer. Je l'ai lu 4 fois. 14 lignes. Mes lignes, les mains de ma grand-mère, ma mémoire, le nom de quelqu'un d'autre en bas. Je suis resté assise dans cette bibliothèque pendant 20 minutes. Je n'ai pas bougé. Des étudiants sont passés devant moi. Un agent de sécurité m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Je l'ai regardé s'éloigner. Puis j'ai fait quelque chose d'étrange. Je suis allé au bureau de référence. J'ai demandé à la bibliothécaire les coordonnées éditoriales de la publication. Elle me les a imprimées. 3 adresses, un numéro de téléphone, une liste du personnel. J'ai plié le papier. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Je l'y ai gardé pendant 2 ans. Voici ce que j'ai fait ensuite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je ne suis pas rentré à la maison jeter une assiette. J'ai refermé le magazine. Je suis retourné à ma chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai nommé Évidence 01. J'ai collé le poème original. Horodatage, 14 août 2023, 16h18. Puis j'ai créé un autre dossier. J'ai renommé chaque fichier que j'avais écrit, remontant 3 ans en arrière, chaque brouillon, chaque fragment, chaque email où j'avais envoyé mon écriture à un ami ou à un professeur. Cela m'a pris 4 heures. Quand j'ai eu fini, je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé le plafond. J'ai pensé à ma grand-mère disant « Ne laisse personne te l'enlever ». C'est le jour où j'ai cessé d'être une sœur. Je suis devenu un témoin et je n'avais aucune idée combien de temps j'aurais à observer. Je veux m'arrêter ici une seconde parce que ce qui suit est un long chemin. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas confronté Lindsay. Je n'ai pas dit à ma mère. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je n'ai pas pleuré dans mon oreiller. J'ai planifié. Les femmes de ma famille ont été éduquées à être agréables. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que c'était notre malédiction. Elle m'a dit une fois autour d'un thé, les femmes qui survivent à cette famille sont celles qui apprennent à construire pendant que tout le monde pense qu'elles cousent. Alors, j'ai construit. En janvier 2024, je me suis inscrite à un séminaire à Brown avec un professeur nommé Nathaniel Croft. Il avait 61 ans. Il avait publié dans le New Yorker, Grand A, The Paris Review. Il n'était pas facilement impressionné. Je ne me souciais pas de l'impressionner. Je me souciais d'apprendre à affûter ce que j'avais déjà. 3 semaines après le début du semestre, il m'a demandé de rester après le cours. Il s'est assis derrière son bureau. Il a glissé un exemplaire de The Atlantic Voices vers moi. Numéro d'août 2023, déjà ouvert à la page 34. Avez-vous déjà publié sous un autre nom, a-t-il demandé. Je n'ai pas respiré. Il a tapoté le poème. J'ai lu vos essais pendant 2 semaines. Puis j'ai relu ceci ce week-end. C'est la même voix. Quel nom y figure? Je lui ai tout raconté en 48 minutes. Il n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes. Il s'est frotté les yeux. Il a dit 4 mots. Je sais qui vous devez rencontrer. Puis il a dit une chose de plus. Heather, j'ai enseigné pendant 34 ans. J'ai déjà vu ça. 2 fois. Une fois, c'est aller au tribunal. Une fois, ce n'est pas aller. Ceux qui sont allés au tribunal. Les étudiants ont fait une chose que ceux qui ont réglé n'ont pas faite. Quoi, ai-je demandé. Ils ont construit leur dossier pendant 1 an avant que quiconque ne sache qu'ils construisaient. Il m'a tendu un bloc-notes juridique. Commencez par les dates. Chaque date dont vous pouvez vous souvenir. Chaque fichier, chaque conversation, chaque fois que votre sœur était seule avec votre ordinateur portable, chaque essai que vous avez rendu, chaque fois que vous lui avez montré quelque chose. Ne faites pas confiance à votre mémoire.
Notez tout. J'ai écrit pendant 2 heures après avoir quitté son bureau. Au moment où j'ai arrêté, j'avais 51 entrées remontant au collège. Une semaine plus tard, j'étais en appel Zoom avec la professeure Vivienne Holloway. Vivienne est la directrice de l'Iowa Writers Workshop. Elle a 58 ans, précise, chaleureuse quand elle veut, impitoyable quand il le faut. Elle connaissait Nathaniel depuis l'université. Il lui faisait entièrement confiance. Lors de notre premier appel, elle m'a demandé de partager mon historique Google Doc. Je l'ai fait. Elle a lu en silence pendant 20 minutes. Puis elle a levé les yeux. Votre sœur a postulé à l'Iowa il y a 6 mois. Elle a dit que son échantillon d'écriture est le vôtre. Mot pour mot. Nous étions sur le point de l'accepter. Donnez-moi une semaine. Je ne pouvais pas parler. Respirez, Heather. Vous n'êtes pas folle. Vous aviez raison. Une semaine plus tard, l'Iowa a mis la candidature de Lindsay en attente indéfiniment. Lindsay n'a jamais su. Elle a dit à ma mère qu'elle était sur la liste restreinte. Ma mère a acheté une bouteille de champagne pour quand la lettre arriverait. Elle n'est jamais arrivée. Au printemps 2024, j'avais 3 choses que je n'avais jamais eues auparavant. Un témoin accrédité, un programme d'études supérieures de premier plan prêt à me croire, et quelque chose qui s'apparentait à un plan. J'avais aussi Sophie. Sophie Ashworth était ma meilleure amie à Brown. Nous nous sommes rencontrés en première année dans un cours d'écriture de pièces de théâtre. Sophie était le genre de personne qui remarquait ce que les autres pensaient cacher. En décembre 2023, Lindsay avait rendu visite à nos parents pendant les vacances. Elle a emprunté mon ordinateur portable un soir. Sophie était en visite aussi. Elle a discrètement pris des captures d'écran des noms de fichiers que Lindsay ouvrait. À l'époque, Sophie ne savait pas pourquoi elle les avait prises. Quelque chose dans la pièce ne semblait pas normal, a-t-elle dit plus tard. Et elle avait appris à faire confiance à ce sentiment. Ces captures d'écran sont restées sur son téléphone pendant 8 mois. Quand j'ai finalement demandé à les voir, elle a tout envoyé en moins d'1 heure. Des fichiers de mes brouillons, ouverts, copiés, renommés. Un fichier qu'elle avait copié s'appelait Grandma Draft V3. Je l'avais écrit la semaine précédant les funérailles de ma grand-mère. Lindsay l'avait ouvert le soir du 23 décembre 2023, 22 minutes après que l'urne de ma grand-mère ait été placée sur la cheminée. Sophie m'a regardé à travers sa table de cuisine à Pawtucket. Tu aurais dû me le dire il y a 1 an. Je ne voulais pas te faire porter ça. Je le portais déjà. Tu n'étais juste pas là pour le voir. Elle m'a versé plus de thé. Nous sommes restés assises pendant 1 heure. Nous n'avons pas parlé. Je lui ai donné une clé de rechange de mon dortoir la semaine suivante. Elle m'a donné une clé de rechange de son appartement. N'importe quand, a-t-elle dit. Pour toujours. J'ai commencé à utiliser son adresse en septembre 2024. J'ai aussi ouvert une boîte postale à Brown. Chaque courrier important que j'attendais arriverait à l'une de ces 2 adresses. Jamais à la maison de mes parents. Chaque pièce importante, sauf une. J'y viendrai. L'autre chose que j'ai commencé à faire à l'automne 2024, c'était d'enregistrer. Rhode Island est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Si vous faites partie d'une conversation, vous pouvez l'enregistrer sans en informer les autres personnes. J'ai vérifié auprès d'un avocat avant d'appuyer sur l'enregistrement pour la première fois. Soigneusement, 2 fois. J'ai fini par avoir 218 enregistrements au cours des 13 mois suivants. L'un d'eux est devenu le plus important. En avril 2024, j'étais à la maison pour Pâques. Lindsay était dans le salon au téléphone avec un ex-petit ami qu'elle essayait de récupérer. Elle pensait que j'étais à l'étage. J'étais dans le couloir. Téléphone à la main, micro allumé. Elle a dit, Heather ne lit jamais ses propres essais après soumission. Je les emprunte. C'est bon. Elle ne remarquera pas. Puis elle a ri. Elle ne le fait jamais. Notre mère trouve ça mignon qu'elle soit inconsciente. Puis elle a dit autre chose, quelque chose que je n'ai utilisé que des mois plus tard. D'ailleurs, maman m'a aidé à travailler sur le dernier. Elle ne pense pas non plus que Heather soit une vraie écrivaine. Maman a dit que Heather n'avait qu'un petit passe-temps mignon. J'ai sauvegardé ce fichier 3 fois distinct cette nuit-là. Je l'ai transcrit le lendemain matin.
C'est à ce moment-là que j'ai su. Ma mère n'était pas seulement aveugle. Elle était co-auteure du vol. J'ai passé cet enregistrement exactement une fois un an plus tard dans le bureau d'un inspecteur postal fédéral. Personne n'a ri alors. Pour Noël 2024, j'avais une offre de bourse complète pour l'Iowa Writers Workshop. J'avais un mentor qui me croyait. J'avais une amie qui cachait mon courrier. J'avais plus de 200 enregistrements. Ma sœur pensait que j'étais fragile. Je l'ai laissé faire. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous êtes toujours avec moi, abonnez-vous. Je ne vous le redemanderai pas car la suite de cette histoire devient lourde et je ne veux pas casser le rythme. Continuons. En février 2025, Nathaniel Croft m'a emmené à travers le campus vers un bâtiment que je n'avais jamais remarqué. Une petite plaque de laiton sur la porte, clinique juridique pro bono. Il m'a présenté Bradford Kellerman, 49 ans, barbe grise, voix douce, propriété intellectuelle et fraude postale fédérale. Il avait le genre de calme qui vient de la victoire discrète de nombreuses affaires. Il a écouté pendant 2 heures. Il a lu mes dossiers de preuves pendant 1 heure de plus. Puis il a enlevé ses lunettes. Il les a pliées sur le bureau. Vous avez plus de preuves documentées que la plupart de mes clients payants. Depuis combien de temps gardez-vous cela? 18 mois, ai-je dit. Bien. Il m'a posé une dernière question avant que je ne parte. Vos parents contrôlent-ils votre courrier? Je n'ai pas répondu assez vite. Il l'a noté. Il m'a posé une autre question à laquelle je ne m'attendais pas. Est-ce que quelque chose a déjà disparu? Quelque chose qui vous était adressé, même quelque chose de petit? J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi longtemps. Quand j'avais 16 ans, ai-je dit, j'ai postulé à un atelier d'écriture d'été à Breadloaf. Je n'ai jamais eu de réponse. Ma mère a dit qu'il n'avait probablement pas de place. Kellerman a aussi noté cela. Il y a 3 semaines, ai-je ajouté, une enveloppe marron de l'Université de Columbia. Je l'ai vue sur la table du couloir. Elle avait disparu le lendemain matin. Ma mère a dit que c'était de la publicité. Vous vous souvenez de ce que disait l'adresse de l'expéditeur? Département d'anglais, bureau des bourses. Il a levé les yeux. Heather, votre mère intercepte votre courrier depuis des années. Il l'a dit comme un diagnostic. J'ai dit, je sais. Quand l'avez-vous su? Depuis que j'ai 12 ans. Je ne pouvais simplement pas le prouver jusqu'à maintenant. Entre mars et août 2025, Kellerman a rédigé 4 plaintes formelles. Une au service d'inspection postale des États-Unis, une au comité de plagiat de l'Iowa Writers Workshop, une au bureau régional du Fonds Rhodes, une au conseil éditorial de Redwater Press où Lindsay venait de prendre un poste de rédactrice junior à Brooklyn. Il a tout téléchargé dans un système d'escroc électronique. Seul moi avait le mot de passe. Seul moi avait le déclencheur. Rien ne quitterait son bureau à moins que je ne le dise. Nous nous rencontrions toutes les 6 semaines pour mettre à jour les faits. Chaque document était daté. Chaque affirmation était sourcée. Chaque reçu était étiqueté. En août, il m'a envoyé un message. Tout est chargé. Vous avez le code PIN. Appuyez dessus uniquement lorsque vous serez prête à ne jamais plus rentrer chez vous. Je suis rentré chez moi pour un week-end fin août. J'ai regardé ma mère trier le courrier. Je l'ai regardé ouvrir une enveloppe marron avec un logo. La lire. La placer dans le dossier de la famille. Pas le mien. Le sien. Elle ne me l'a pas donné. Je n'ai pas demandé. Je suis retourné à mon dortoir cette nuit-là. J'ai envoyé 3 mots à Kellerman par email. Je pense que vous avez raison. Or, en mai 2025, une lettre différente était partie. Je n'en avais parlé à personne. Ni à Croft, ni à Holloway, ni à Sophie, ni même à Kellerman au début. En juin 2024, j'avais discrètement soumis une candidature pour la bourse Rhodes, candidature régionale, Nouvelle-Angleterre. J'avais demandé au professeur Croft d'écrire l'une de mes lettres de recommandation. Il avait dit oui sans hésitation. Il n'avait pas demandé pourquoi je n'en avais pas parlé à ma famille. 1 an plus tard, en mai 2025, j'ai appris que j'avais atteint le tour des finalistes régionaux. Le Rhodes Trust m'a envoyé une confirmation par email. Ils ont également envoyé une lettre imprimée par courrier à l'adresse indiquée sur ma candidature.
Cette adresse était la maison de mes parents. Ici, je veux être honnête avec vous parce que vous le méritez. J'aurais pu faire réexpédier la lettre à l'adresse de Sophie. J'aurais pu demander une communication uniquement numérique. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé la lettre aller chez mes parents exprès parce que j'avais besoin de savoir ce que ma mère en ferait. J'en avais besoin pour le dossier. Kellerman m'avait dit calmement 6 semaines plus tôt. Si vous voulez que l'accusation fédérale tienne, elle ne peut pas être hypothétique. Il doit y avoir une lettre physique, une lettre suivie, une lettre qu'ils ont dû choisir de prendre. Alors, je les ai laissés choisir. La lettre a été envoyée un mardi de septembre 2025. Selon le suivi de l'USPS, elle a été livrée un jeudi. Ma mère a appelé l'INSEE le vendredi matin. Je le sais parce que la voisine de Sophie habite en face de la maison de mes parents. Cette voisine est l'ancienne colocataire de la mère de Sophie. Elle a vu la Honda de l'INSEE se garer dans l'allée le vendredi après-midi. Elle a envoyé un SMS à Sophie. Sophie m'a envoyé un SMS. Ta sœur est rentrée il y a 2 heures. Elle ne rentre jamais le vendredi. Puis le samedi soir, la voisine a renvoyé un SMS. La cheminée siffle est allumée depuis 7 heures. Qui fait un feu en septembre? Je suis rentré le dimanche. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte. Elle sentait la fumée. Bienvenue à la maison, ma chérie. Du courrier pour toi cette semaine? Rien d'important, juste des bêtises. J'ai hoché la tête. Je suis descendu au sous-sol. Mon père y avait une petite cheminée. Il l'utilisait pour ce qu'il appelait les soirées de réflexion. La grille était encore chaude. À l'intérieur, j'ai trouvé un petit tas de cendres, fraîches. J'ai pris une pince à épiler de la boîte à outils de mon père. Je me suis agenouillé. J'ai doucement soulevé les morceaux. Un morceau n'avait pas brûlé. 2 cm sur 3. Un coin portait le logo du Road Trust, palme éclair. L'autre côté portait 4 mots écrits de la main de ma mère. Ne la laisse pas voir ça. Paige en a plus besoin. Paige était le surnom d'enfance de l'INSEE. Seules 3 personnes au monde l'appelaient encore ainsi. Ma mère en faisait partie. Ma main n'a pas tremblé. Cela m'a surprise. J'attendais ce moment depuis 1 an. Je n'avais simplement jamais imaginé qu'il semblerait si petit. Je suis monté à l'étage. J'ai pris 12 photos de ce morceau sous 12 angles différents. Je les scannais. J'ai envoyé les scans à Kellerman à 1h14 du matin. J'ai envoyé des copies à Sophie et à un cloud personnel dont ma mère ignorait l'existence. Kellerman a répondu en 4 minutes. C'est votre interrupteur d'urgence. Quand l'actionnons-nous? J'ai tapé une date. 22 octobre, mon anniversaire. Il a répondu, compris. Joyeux anniversaire en avance, gamine. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez savoir la date à laquelle votre vie va changer. Imaginez savoir qui sera dans la pièce. Imaginez savoir quelles chansons seront jouées, quelle nourriture sera sur la table, quelle chaise votre père occupera. Imaginez pouvoir choisir l'heure. J'ai choisi 22h45. Entre les cendres de septembre et le dîner d'octobre, je continuais de rentrer les week-ends. Je souriais. Je parlais à mon père de la météo. Je laissais ma mère se vanter du nouveau travail de l'INSEE chez Redwater Press. Je m'asseyais à table et mangeais des pâtes. Un soir de début octobre, l'INSEE est rentrée pour une visite. Elle a dit à toute la famille qu'elle venait de recevoir une bourse de $25 000 du National Endowment for the Arts. Pour les essais sur lesquels je travaillais, a-t-elle dit. Ma mère a pleuré. Mon père a versé du champagne. J'ai dit, c'est merveilleux, l'INSEE. Vraiment? Elle m'a regardé une seconde, cherchant quelque chose. Du ressentiment, de la faiblesse, tout ce qu'elle pouvait utiliser. Je ne lui ai rien donné. Elle s'est retournée vers mes parents et a continué à parler. Dans ma chambre cette nuit-là, j'ai ajouté le NEA à ma liste. J'étais déjà en train de faire mes valises. 2 jours plus tard, le fiancé de l'INSEE, Jonathan, est venu dîner à la maison. Je ne l'avais rencontré que 2 fois. Il avait 29 ans, architecte. Il avait des yeux gentils. Il posait des questions et écoutait réellement les réponses. Après le dessert,
je l'ai aidé à porter les assiettes à la cuisine. Il m'a regardé et a dit, « Votre sœur ne parle pas beaucoup de vous. » Non, ai-je dit. J'imagine qu'elle ne le ferait pas. Il a ri. Puis il s'est arrêté. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je l'ai regardé pleinement pour la première fois et j'ai dit, « Pas de moi. » Pas encore. Il a soutenu mon regard. Il a hoché la tête. Il a mis les assiettes dans l'évier. Puis il a dit, « Quand vous serez prête à me le dire, vous pouvez me trouver. » Il m'a tendu sa carte de visite. Je l'ai mise dans mon portefeuille. Derrière le morceau de papier avec les coordonnées de The Atlantic Voices. 3 semaines plus tard, j'allais mettre son adresse sur une enveloppe Kraft. Le 20 octobre 2025, j'ai fini de ranger la dernière de mes 3 valises Samsonite Navy. Je les avais achetées en juillet avec ma propre carte de débit. Je les avais gardées au fond de mon placard sous de vieilles couvertures. J'avais déplacé tout ce qui était important dedans, petit à petit, pendant 2 mois. Ordinateur portable, chargeur, passeport, lettre d'offre de l'OA imprimée. Le carnet en cuir vert que ma grand-mère m'avait donné, contenant maintenant le morceau de cendre dans une pochette en plastique. La boîte en noyer qu'elle avait scellée avec de la cire rouge, toujours non ouverte, un disque de sauvegarde, ma carte de sécurité sociale, 3 valises, une vie. Le 21 octobre, j'ai expédié une boîte plus grande à Sophie. Je l'ai étiquetée et la réexpédiée à l'OA le 23 octobre. Elle m'a confirmé la réception dans l'après-midi. J'ai également envoyé 2 autres colis ce jour-là. L'un est allé à Céleste Beaumont, rédactrice en chef chez Redwater Press. Son adresse de bureau était marquée confidentielle. L'autre est allé à Jonathan Merritt. Pas d'adresse de retour, marquée personnelle. Je n'ai ouvert aucun de ces colis devant qui que ce soit, pas même Sophie. Kellerman m'avait prévenu. Une fois cela parti, vous avez 48 heures avant que l'histoire ne s'écrive d'elle-même. J'ai réservé un Uber pour 23h30 le 22 octobre. Destination, l'appartement de Sophie. Mon vol pour l'Owa City était l'après-midi suivant. Je me suis endormi cette nuit-là comme on s'endort avant une opération. Pas paisible, pas effrayé, juste prête. 22 octobre, 18h. Ma mère a fait un poulet rôti. Mon père a versé du vin. Lindsay est arrivée 15 minutes en retard et ne m'a pas dit bonjour. Ma mère a apporté un gâteau à 19h. Vanille. Elle ne savait toujours pas que je détestais la vanille. 21 bougies. Je les ai soufflées. Je n'ai pas fait de vœux. 21 ans. Heather, a dit ma mère. On dirait hier. Ça me semble long, en fait. C'était la première brèche. Lindsay a posé sa fourchette. Elle s'est éclaircie la gorge. Avant de faire les cadeaux, je dois aborder quelque chose. Heather a dit des choses sur moi à ses professeurs, à des gens à l'OA. Je ne sais pas d'où elle les tient, mais ça nuit à ma carrière. J'ai essayé de gérer ça discrètement. Ça ne marche pas. Ma mère s'est tournée vers moi. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Lindsay a continué. Elle doit s'excuser publiquement ou il doit y avoir des conséquences. Je suis fatigué d'être entraîné dans son drame. Douglas, a dit ma mère, qu'est-ce que tu en penses? Mon père a remué son café. Ce que tu penses être le mieux, Charlotte. Ma mère s'est entièrement tournée vers moi. Heather, nous devons suspendre tes frais de scolarité jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur. C'est pour ta propre croissance. Tu ne peux pas continuer à faire ça à notre famille. 3 visages de l'autre côté de la table. Aucun d'eux ne me regardait. Ma mère regardait Lindsay. Lindsay regardait ma mère. Mon père regardait son café. Pas un seul ne m'a regardé. J'ai dit un mot. Bien. Ma mère a cligné des yeux. C'est tout? Pas d'argument? Non. Lindsay a froncé les sourcils. Elle s'attendait à ce que je me batte. Elle avait besoin que je me batte. Elle voulait gagner un argument visible. Je n'allais pas lui en donner un. Je me suis levé. Je suis sorti de la salle à manger. Je suis monté les escaliers. 17 marches. Je les ai comptées. Je comptais ces marches depuis l'âge de 5 ans.
J'ai fermé la porte de ma chambre. Je l'ai verrouillée. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé mon téléphone. 19h42. 3h03 avant 23h. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Tout était déjà en place. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. J'ai envoyé un SMS à Sophie. Témoin 3 heures. Elle a répondu. Le canapé est prêt. Tout le reste aussi. Je t'aime. Merci pour les 18 derniers mois. Merci à toi. Tu gères. J'ai passé les 2 heures suivantes à faire de très petites choses. J'ai essuyé le dessus de ma commode. J'ai plié une couverture. J'ai fait le lit. J'ai placé la boîte en noyer sur mon sac d'ordinateur portable, toujours scellé, toujours en attente. J'ai touché le carnet vert avec le morceau de cendre à l'intérieur une dernière fois juste pour m'assurer qu'il était là. En bas, je pouvais les entendre parler. La voix de ma mère basse, planifiant, la voix de l'INSEE montant. Le silence de mon père. À 21h22, j'ai entendu l'INSEE au téléphone avec Jonathan. Chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Maman et moi gérons un truc avec Heather. J'ai besoin de savoir que tu me soutiens. Il ne l'a pas rappelé. Il avait déjà ouvert l'enveloppe que je lui avais envoyée le 21 octobre. Puis à 22h40, je me suis assise sur ma valise. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé un email à Kellerman. Objet, appuie dessus. Corps, maintenant. Je l'ai envoyé à 22h46. Kellerman a répondu, envoyé USPS Lowa Road Redwater les 4. Bonne chance, gamine. À 22h47, mon téléphone a vibré. Un email transféré. Comité d'éthique de l'Iowa Writers Workshop. Ligne d'objet, enquête formelle. Allégation de plagiat. Réponse immédiate requise. Envoyé à ma sœur. Copié à moi parce que j'étais la plaignante. À 22h50, un deuxième buzz, Road Trust. À 22h51, Redwater Press. À 22h52, le service d'inspection de l'USPS. À 22h52, j'ai entendu ma sœur crier depuis le rez-de-chaussée. C'était le genre de cri qui faisait trembler le plancher. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai regardé la porte. J'ai compté jusqu'à 6. L'INSEE est monté les escaliers comme une vague. Ma porte a tremblé. Pas un coup de pied. Elle l'a frappé 2 fois. Je l'ai déverrouillée. Elle l'a poussée si fort qu'elle a rebondi sur le mur. Elle est entrée. Elle a vu 3 valises contre le mur. Elle a vu mon ordinateur portable sur le lit. Elle m'a vu. Son visage était blanc. Rétracte ce que tu as envoyé maintenant. Je n'ai pas répondu. Rétracte ce que tu as envoyé maintenant. Ma mère est montée les escaliers derrière elle. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. Sa main s'est portée à sa poitrine. Heather, dit-elle. Que as-tu envoyé? J'ai ouvert l'ordinateur portable. J'ai tourné l'écran vers elle. 4 lignes d'objets, toutes livrées au cours des 7 dernières minutes. Service d'inspection postale des États-Unis. Enquête fédérale ouverte. Allégation de fraude postale. Comité d'éthique de l'Iowa Writers Workshop. Enquête formelle plagiat Road Trust Nouvelle-Angleterre. Confirmation du statut de finaliste active Heather Wilmer Redwater. Presse éthique éditoriale. Examen urgent. Échantillon d'écriture de l'INSEE et Wilmer. Ma mère a lu la première. Ses genoux ont lâché. Elle est descendue lentement. Comme un bâtiment s'écroule une fois les supports disparus. Elle a fini par s'asseoir par terre dans l'encadrement de la porte de ma chambre d'enfant. L'INSEE a attrapé son téléphone. Elle a composé. Elle l'a porté à son oreille. Elle tremblait si fort qu'elle a dû tenir le téléphone des 2 mains. Jonathan. Jonathan, s'il te plaît. Quelque chose s'est passé. S'il te plaît, rappelle-moi. Elle a appelé 3 fois. Il n'a répondu à aucune. Elle ne savait pas encore. Il avait arrêté de répondre 3 heures plus tôt. En bas, je pouvais voir mon père à travers le couloir. Il était toujours sur sa chaise. Il regardait le sol. Il n'avait pas bougé.
Il savait. Il savait depuis longtemps. Il n'y a rien à rétracter, ai-je dit. J'ai gardé ma voix basse. C'est envoyé. C'est fédéral. Ce n'est plus à moi. Ma mère a levé les yeux du sol. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas encore. Elle était encore sous le choc. Heather, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut parler. On est ta famille. Il n'y a pas de nous, ai-je dit. Je suis ta mère. Tu étais ma mère quand j'avais 7 ans. Tu as arrêté. Elle a fait un bruit. Puis quelque chose de petit et sec, comme du papier qui se déchire. J'ai pris la première valise. Lindsay a essayé de bloquer l'entrée. Je l'ai contournée. Elle a attrapé mon bras. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne sais pas ce que ça va me faire. J'ai regardé sa main sur mon bras. J'ai regardé son visage. Son mascara avait coulé. Sa bouche était ouverte. Elle avait l'air pour la première fois de ma vie plus jeune que moi. Je comprends exactement ce que ça va faire, ai-je dit. C'est pour ça que je l'ai fait. Elle a lâché prise. J'ai descendu la première valise, puis la deuxième, puis la troisième. J'ai fait 3 allers-retours. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a arrêté. Mon père n'a pas bougé de sa chaise une seule fois. Au dernier voyage, je me suis arrêté à côté de lui. J'ai regardé son profil. Papa. Il ne s'est pas retourné. Papa, regarde-moi. Il ne l'a pas fait. J'ai continué à marcher. À 23h30, l'Uber est arrivé dans l'allée. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Ses cheveux s'étaient défaits. Sa voix était brisée. Heather, s'il te plaît. Où dormiras-tu ce soir? Je me suis retourné. Je l'ai regardée. J'avais attendu 21 ans qu'elle me pose une question comme celle-là. Quelque part où j'aurais dû aller il y a longtemps. Je suis sorti. Lindsay a couru dans l'allée en chaussettes. Elle criait mon nom. Le chauffeur a chargé mes valises sans un mot. Il l'a regardé une fois. Il m'a regardé. Madame, dois-je attendre? Non, s'il vous plaît, conduisez. Je suis monté. J'ai fermé la porte. La voiture a quitté l'allée. Ma sœur criait toujours dans le jardin. Ma mère était par terre dans le couloir. Mon père fixait le vide. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais regardé en arrière pendant 21 ans. J'en avais fini. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le canapé de Sophie à Pawtucket. Elle a fait du café. Elle m'a tendu une tasse. Elle s'est assise à côté de moi sans rien dire. J'ai vérifié mon téléphone. 53 appels manqués. 31 SMS. J'ai lu 3 des SMS. Puis j'ai bloqué tous les numéros de ma famille. Un SMS venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. 6 mots. J'ai eu l'enveloppe. Merci. Je l'ai fixé un long moment. Puis j'ai enregistré le numéro sous un nouveau nom de contact, JM. Je l'ai bloqué aussi. Pas par colère, mais par clôture. Mon email contenait un message de Kellerman. Envoyé à 6h42. Ils sont réveillés maintenant. Restez hors des réseaux sociaux. Ne parlez à personne sauf moi. L'OA veut planifier votre orientation. Vous êtes en sécurité. Sophie a finalement parlé. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Tout ce qui n'est pas à la vanille. Elle a ri. J'ai ri. C'était la première fois que je riais en un an. J'ai pris l'avion pour l'Iowa City l'après-midi suivant. La professeure Holloway m'a rencontré à la porte d'arrivée. Elle n'a rien dit de profond. Elle a juste pris une de mes valises. Elle a dit, rentrons à la maison. Et elle m'a conduite à sa voiture. Maison. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un utilisait ce mot pour désigner un endroit où je pouvais me reposer. L'effondrement a commencé 6 jours plus tard. Le lundi suivant, Céleste Beaumont a convoqué Lindsay dans son bureau. Céleste était la rédactrice en chef de Redwater Press. Le responsable des RH attendait déjà. Céleste a glissé un dossier sur le bureau.
Apportez votre carte d'identité du bâtiment, a-t-elle dit. Videz votre bureau. Vous avez 30 minutes. Lindsay était chez Redwater depuis 11 mois. Elle avait reçu une prime à la signature de $18 000, basée sur des échantillons d'écriture qu'elle n'avait pas écrits. Ces mêmes échantillons étaient apparus mot pour mot dans mes Google Docs 2 ans plus tôt. L'équipe juridique de Redwater a envoyé à Lindsay une demande formelle de restitution le même après-midi. Son agent littéraire l'a laissé tomber à la fin de la semaine. L'agent a également exigé le remboursement d'une avance de $7,500. L'Association des éditeurs américains a ajouté son nom à une liste confidentielle de personnes à ne pas embaucher le vendredi. À la fin de la semaine, Lindsay n'avait plus d'emploi ni d'avenir dans l'édition. Pas pour 1 an, pas pour 5 ans, pour toujours. C'était le niveau 1. Le mardi suivant, le bureau d'enregistrement de l'Iowa lui a envoyé un avis formel de résiliation de candidature. $28,500 de bourse à rembourser dans les 60 jours. Le non-respect entraînerait une action civile. Le 5 novembre, le National Endowment for the Arts lui a envoyé une lettre d'annulation, $25,000 de fonds de subvention à restituer, plus $3,200 de frais de traitement juridique. Le 12 novembre, The Atlantic Voices a publié une correction publique en ligne. Le magazine a listé le poème original, l'auteur original, une brève excuse. Paternité contestée. Auteur original identifié comme Heather Wilmer. L'industrie de l'édition à New York a vu la correction avant midi. Le soir, une revue littéraire de Boston avait discrètement retiré un deuxième essai que Lindsay avait soumis. À la fin de la semaine, il n'y avait pas un seul éditeur à Manhattan qui ne savait pas. Niveau 2. Le 8 novembre, un colis est arrivé à l'appartement de Jonathan Merritt à Brooklyn. Jonathan était le fiancé de Lindsay. Il avait 29 ans, architecte. Il avait des yeux gentils. Il avait demandé Lindsay en mariage 6 mois plus tôt. Le colis n'avait pas d'adresse de retour, mais c'était en fait la deuxième enveloppe que je lui avais envoyée. La première est arrivée le 23 octobre. Celle-ci contenait plus. À l'intérieur se trouvait un dossier de preuves et une clé USB. Sur la clé se trouvait un seul fichier audio, de 11 minutes. Lindsay se vantant de lui auprès d'une amie. Il pense que je suis brillante. Il n'en a aucune idée. Jonathan a écouté. Il a arrêté le fichier à mi-parcours. Il est allé à New Haven cette nuit-là pour voir ses parents. Il est revenu 3 jours plus tard. Il est allé à l'appartement de Lindsay. Il n'a pas sonné. Il s'est tenu à la porte. La bague, dit-il. Maintenant. Elle l'a ouverte. Elle pleurait depuis une semaine. Son visage était creusé. Jonathan, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. La bague. Maintenant. Elle l'a enlevée. Elle l'a placée dans sa paume. Il a refermé sa main. Il s'est retourné. Il a descendu les escaliers. Il n'a pas regardé en arrière. 2 jours plus tard, son avocat a déposé une plainte en petite créance à Rhode Island pour récupérer formellement la bague. $11,200. Jonathan n'a plus jamais parlé à Lindsay. Elle lui a envoyé des lettres pendant 3 mois. Il a renvoyé chacune d'elles sans les ouvrir. Il était la seule chose qu'elle ait jamais voulu et qu'elle n'ait pas pu voler. Niveau 3. Le 15 novembre, un inspecteur postal fédéral nommé Darren Fitzgerald a rendu visite à la maison de mes parents. Lindsay était retournée dans sa chambre d'enfant 2 semaines plus tôt. Elle ne pouvait plus payer son loyer à Brooklyn. Fitzgerald était calme. Badge visible, poli. Madame Wilmer. Intercepter du courrier contenant une notification de Bourse Road est une infraction fédérale en vertu du titre 18 USC section 1708. Il a laissé une carte de visite et une convocation. Mon père a dû engager un avocat pénaliste. Cela lui a coûté $31,000 en honoraires. Le 20 novembre, Lindsay a accepté un accord de plaidoyer. Délit fédéral, pas de procès, pas de prison, 500 heures de travaux d'intérêt général, 3 ans de probation, $8,000 d'amende, un casier judiciaire fédéral permanent, une interdiction de voyager de 5 ans au Royaume-Uni et au Canada. Le 28 novembre, NYU a effectué un audit rétroactif de sa thèse de licence. Ils ont trouvé 2 chapitres qui contenaient des formulations traçables à des essais que j'avais écrits quand j'avais 15 ans. 15 ans.
Je n'étais même pas encore au lycée. NYU a révoqué son diplôme de licence. À 26 ans, ma sœur n'avait plus de diplôme universitaire. Niveau 4. Le 25 novembre, ma mère a été invitée à démissionner de son partenariat chez Hawthorne & Beck. Elle y travaillait depuis 16 ans. Le barreau de Rhode Island a ouvert une enquête éthique sur son rôle dans la fraude postale. Sa licence a été suspendue pour 2 ans. Son associé principal, un homme nommé Henry Beck, est allé chez elle le soir de sa démission. Je l'ai appris plus tard. Il est resté dans sa voiture dans l'allée pendant 20 minutes. Puis il est parti sans sortir. Son nom a été retiré du site web du cabinet le lendemain matin. Sa biographie, sa photographie, ses dossiers disparus. 16 ans supprimés par un administrateur web en moins de 15 minutes. Mon père a pris sa retraite anticipée le 1er décembre. Il avait 58 ans. Il avait prévu de travailler jusqu'à 65 ans. Il a commencé à m'écrire des lettres, une par semaine. Il les a écrites à la main. Il les a envoyées à l'adresse de Sophie. Sophie les a réexpédiées à Iowa City. Je n'en ai jamais ouvert une seule. Je les ai gardées dans une boîte dans le placard du couloir de mon appartement. La boîte est toujours là. Je ne suis pas encore prête à les lire. Peut-être un jour. Pas cette année. Niveau 5. Le 8 décembre, j'ai pris l'avion pour Boston pour mon entretien régional pour la bourse Rhodes. Je portais un chemisier simple, un pantalon pressé. J'ai répondu à toutes les questions qu'ils m'ont posées. J'ai parlé de ma grand-mère sans prononcer son nom. J'ai parlé de la voix. J'ai parlé de ce que cela signifiait de devoir prouver que l'on était l'auteur de sa propre pensée. L'un des panélistes m'a demandé ce que j'avais appris au cours des 2 dernières années. J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit que le silence est une stratégie, pas une condition. Personne n'a parlé pendant 6 secondes. J'ai compté. Une semaine plus tard, le 15 décembre, j'ai reçu un email du Dr Malcolm Fairbank, le président régional. Je n'ai pas été choisi comme boursier Rhodes. J'avais été sélectionné comme mention honorable de la bourse Rhodes. Cela signifie que mon nom a été inscrit dans le dossier officiel de la phase finale comme finaliste digne de distinction. Pas une gagnante, pas exactement une défaite, une reconnaissance silencieuse. Je suis resté devant l'email pendant 20 minutes dans ma cuisine à Iowa City. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai fait du thé. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à ce qu'elle disait sur le presque. La paix la plus difficile est la paix que l'on fait avec le presque. Puis j'ai pensé à ma sœur. Le 17 décembre, le Providence Journal a publié un court article, 3 paragraphes. Étudiante locale nommée mention honorable Rhodes. Au milieu d'une affaire fédérale de fraude postale impliquant la famille, ma sœur l'a lu dans la cuisine de nos parents. Voici la partie que je veux que vous entendiez vraiment parce que c'est la partie qui l'a brisée. Cela l'a brisée parce qu'elle a finalement compris ce que je savais déjà. Elle avait brûlé la lettre. Elle avait commis une fraude postale fédérale. Elle avait perdu son emploi, son diplôme, son fiancé, sa réputation, sa liberté dans tous les sens réels. Elle avait brûlé une lettre pour empêcher un résultat. Le résultat n'allait jamais se produire. Je n'allais pas gagner la bourse Rhodes. Elle avait brûlé une lettre pour ne rien arrêter. Elle avait perdu toute sa vie pour empêcher une chose qui n'allait jamais se produire. 2 jours plus tard, le 19 décembre, ma sœur s'est internée à l'hôpital Silver Hill dans le Connecticut. Elle est entrée seule. L'infirmière qui l'a admise m'a dit plus tard que lorsque l'INSEE a remis son portefeuille à l'admission, elle tenait toujours un journal plié dans l'autre main. L'article du Providence Journal du 17 décembre. L'infirmière a dû le lui arracher doucement des doigts. L'INSEE n'a dit qu'une chose à l'admission, selon l'infirmière. Elle l'a répété 2 fois. Ça n'avait même pas d'importance. Ça n'avait même pas d'importance. C'est à cela que ressemble l'ironie noire quand elle se manifeste. Pas un grand bruit. Une main qui ne lâche pas un morceau de papier. Le 20 décembre à 9 h du matin, mon téléphone a sonné. La voix à l'autre bout était chaleureuse, plus âgée, posée. Heather, c'est Vivien Thorne. J'étais l'avocate de votre grand-mère. J'appelle parce qu'une clause de son trust vient d'être activée et je dois vous en parler. Je me suis assise à ma table de cuisine.
Votre grand-mère a réécrit son testament en mars 2023, 2 mois avant son décès. Elle a ajouté ce que nous appelons une clause de moralité. Elle stipule que si l'une de ses petites filles est reconnue coupable de fraude ou d'un crime fédéral impliquant la malhonnêteté avant l'âge de 30 ans, la part de cette petite fille dans le trust est transférée à l'autre. Elle a fait une pause. Les 120 000 $ complets sont à vous. Ils seront déposés sur le compte enregistré à la fin de la journée le 22. Je ne pouvais pas parler. Il y a une dernière chose qu'elle voulait que je vous dise. Elle m'a demandé de lui relire la clause 3 fois. Elle voulait s'assurer que je comprenais exactement qui elle protégeait. Je lui ai demandé qui. Elle a dit votre nom. Elle l'a éplé. Quand a-t-elle commencé à se douter, ai-je demandé. Janvier 2022. Elle a trouvé l'une de vos nouvelles sur la page de cours de votre sœur à NYU sous le nom de votre sœur. Elle m'a appelé la semaine suivante. 2 ans avant que je ne le sache. Ma grand-mère avait construit un bouclier pour moi 2 ans avant que je ne sache que j'en aurais besoin. Heather, il y a encore une chose. Vivien a dit, votre grand-mère vous a laissé un message. Elle m'a demandé de le livrer verbalement, pas par écrit. J'ai serré le téléphone plus fort. Elle a dit, et ce sont ces mots. Dis-lui que la boîte n'est pas un cadeau. C'est un passage de relais. Dis-lui que le livre l'attend, mais elle seule. J'ai remercié Vivien. J'ai raccroché. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant longtemps. La neige avait commencé à tomber dehors. Je suis allé au placard. J'ai sorti la boîte en noyer. Elle était scellée depuis 29 mois. La cire rouge montrait encore ses initiales. HAHW. J'ai brisé le seau. À l'intérieur se trouvaient 4 choses. Premièrement, une pile de pages manuscrites. 187 d'entre elles tapées sur sa vieille Smith Corona inachevée. Le titre qu'elle avait écrit au crayon en haut était « Les femmes d'Ashford ». Deuxièmement, un stylo plume Mont Blanc. Son stylo, à plume d'or noir, contenait encore de l'encre. Troisièmement, un collier de petites perles d'eau douce. Quatrièmement, une lettre manuscrite de 4 pages datée du 5 mai 2023. J'ai lu la lettre. Elle l'avait écrite 2 semaines avant de mourir. Heather, si tu lis ceci, tu as 21 ans et je suis parti et ils t'ont fait du mal. Je savais qu'ils le feraient. Je le sais depuis tes 7 ans et que ta mère a cessé de te regarder de la même manière. J'ai essayé de te protéger de mon vivant en étant la seule dans cette maison à te voir clairement. Maintenant, je dois te protéger après. Je t'ai laissé la moitié de tout, mais j'ai écrit une clause qu'aucun d'eux ne connaît. Ta sœur essaiera de prendre ce qui est à toi. Elle l'a peut-être déjà fait. Quand elle sera attrapée, sa part deviendra la tienne. C'est mon dernier cadeau. Mon autre cadeau est ce livre. Je n'ai pas pu le finir. Mes mains ont lâché. Finis-le pour moi. Signe ton propre nom cette fois. N'aie plus jamais peur d'être l'auteur de quoi que ce soit. Ta voix est un feu, enfant. Personne ne peut l'éteindre. Elle est en toi, pas sur papier. Maintenant, va vivre. Écris tout. Avec amour, grand-mère H. Je suis resté avec cette lettre pendant plus d'1 heure. Puis j'ai pris son stylo. J'ai ouvert un carnet vierge. J'ai écrit 3 mots en haut de la première page. L'architecte silencieuse. Puis j'ai commencé à écrire. Voici ce que j'ai fait de l'argent. 95 000 $ sont allés dans un petit appartement à Iowa City. En espèces, pas de prêt hypothécaire, pas de prêt, plus jamais de banque entre moi et ma porte d'entrée. 25 000 $ sont allés dans une nouvelle bourse à Brown, la bourse littéraire Harriet Ashford, pour une femme écrivaine parent issue d'une famille qui a essayé de la réduire au silence. La première récipiendaire serait sélectionnée le printemps suivant. Je ne ferai pas partie du comité. Je ne connaîtrai pas son nom. C'était le but. J'ai écrit pendant 6 semaines, 8400 mots, une nouvelle. Il ne s'agissait pas de ma sœur. Il ne s'agissait pas de ma mère. Ce n'était pas une vengeance. Je n'avais plus besoin de vengeance. J'avais quelque chose de mieux. J'avais ma voix. Et j'avais chaque heure de chaque jour pour l'utiliser comme je le voulais. L'histoire parlait d'une fille qui construit une maison en papier. Tout le monde lui dit que la maison brûlera. Elle la construit quand même. Quand elle brûle,
elle réalise que la maison n'a jamais été le but. La construction l'était. J'ai terminé le brouillon le 20 décembre. J'ai révisé pendant 2 jours. Le deuxième lundi de décembre, je l'ai soumis au New Yorker. Portail de fiction, lettre de motivation, 3 phrases. Je n'ai pas mentionné mon nom de famille. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'ai rien mentionné d'autre que le travail. Le 23 décembre à 21h17, mon ordinateur portable a sonné. Un email d'une éditrice de fiction nommée Janet Nolan. Objet, concernant votre soumission, l'architecte silencieuse. Corps, Mademoiselle Wilmer. Nous aimerions discuter de cette œuvre avec vous après les vacances. Veuillez répondre à votre convenance en janvier. J'ai lu l'email. Je n'ai pas ouvert la réponse. Pas cette nuit-là. Je le ferai en janvier. Mais cette nuit-là, je voulais m'asseoir avec le fait que j'avais écrit quelque chose sous mon propre nom, avec ma propre voix pour la première fois de ma vie. Personne n'allait le lire avant que je sois prête à ce qu'il le fasse. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé dans la cuisine. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai sorti un sachet de thé Earl Grey, le genre que ma grand-mère buvait tous les matins pendant 60 ans. J'ai porté la tasse à la fenêtre. Je me suis assise sur le rebord. La neige tombait sur une rue vide à Iowa City. Elle tombait sur une rue que ma grand-mère n'avait jamais vue. Elle tombait sur une vie qu'elle avait construite pour moi discrètement avant que je ne sache jamais que j'en aurais besoin. Ma sœur était à Silver Hill. Ma mère était suspendue. Mon père écrivait des lettres à une adresse que je ne lui avais pas donnée. Espérant que quelqu'un me les ferait parvenir. Quelqu'un l'a fait. Je n'en avais ouvert aucune. Je le ferai dans 1 an, peut-être plus. Ce soir, il n'y avait que moi. Une tasse de thé. Un stylo sur le bureau qui avait appartenu à une femme qui connaissait ma voix avant moi. Et 187 pages d'un livre qui attendait d'être terminé. J'ai regardé la neige. Mon nom figurait sur tout ce que j'avais écrit. Le sien figurait sur le livre que j'allais terminer. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux dire une chose avant de partir. Les personnes les plus discrètes de votre vie ne sont pas faibles. Elles sont souvent celles qui gardent les preuves. Elles sont souvent celles qui font le travail que personne ne voit. Si c'est votre cas, je veux que vous sachiez que votre grand-mère ou votre mentor ou votre ami est probablement en train de construire quelque chose pour vous en ce moment. Discrètement, pendant que personne ne regarde, laissez-les faire. Et quand votre tour viendra, reconstruisez. Merci d'avoir écouté. Je vous verrai dans la prochaine.